Euh, Aujourd'hui, nous nous réunissons encore pour notre réunion hebdomadaire sous la supervision du département d'imagerie médicale et de radiologie des cliniques universitaires de Kinshasa et sous la supervision encore du comité de lundi parlons radiographie. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet très impressionnant, je dirais même très, très impressionnant, concernant l'imagerie du sein. Et nous allons parler des principes généraux, des modalités, des sémiologies et de la classification Bayrad en imagerie mammaire. Et nous avons fait appel à trois intervenants, dont l'orateur, c'est docteur Amadou. Il est médecin radiologue euh, aux cliniques de Sud Luxembourg. Comme premier panéliste, nous avons fait appel à docteur Fabrice. Il est anatomopathologiste aux cliniques universitaires de Kinshasa et au Centre de lutte contre le cancer en RDC. Comme deuxième panéliste, nous avons fait appel au docteur Anabila, qui est gynécologue obstétricienne, consultante au Centre Diamant. Docteur Amadou, vous êtes là? Oui, je suis là. Je suis là. Je ne sais pas si tout le Oui, monde me voit. Tout le monde m'entend. et tout le monde vous entend. Vous avez 1 heure pour nous parler sur l'imagerie mammaire. Et j'espère que de l'autre côté de Lubumbashi, mes collègues assistants sont là, sont en train de suivre cet impressionnant vraiment sujet en rapport avec le sein. Donc, docteur Amadou, vous avez 1 heure. Merci. Merci beaucoup, docteur Katapala. Merci au professeur Matadadi de me donner l'opportunité de m'exprimer devant vous sur ce thème sur la scénologie qui actuellement est une discipline à part entière dans la radiologie. Voilà, donc le cours d'imagerie mammaire portera sur les principes généraux, les différentes modalités d'exploration, la sémiologie normale et la sémiologie pathologique, ainsi que la classification BIRATS. Le plan de la question va s'articuler comme suit. Nous allons donc déterminer les objectifs de ce cours, l'introduction des rappels anatomiques, les techniques d'imagerie, à savoir donc la mammographie, donc les indications, la sémiologie normale, la sémiologie pathologique, l'échographie également, les indications, la sémiologie normale et la sémiologie pathologique, ainsi que l'IRM. Nous allons parler de la sémiologie interventionnelle qui est très importante donc, dans le dépistage donc des cancers et qui va aussi concerner donc, les anatomopathologistes. J'ai fait exprès donc, de consacrer un chapitre entier sur l'interprétation en mammographie. Il y aura donc quelques cas cliniques. Ensuite, il y aura un mot sur la tomosynthèse 3D. Il y aura un mot également sur l'intelligence artificielle, donc à savoir les logiciels que l'on utilise actuellement qui nous aident au diagnostic, avant de conclure. Les objectifs donc, de ce cours, comme tantôt rappelé, ce sera donc de connaître les différentes techniques d'imagerie. euh, Attendez, je vais juste masquer donc, la vidéo qui me gêne un tout petit peu. Voilà. Donc, les différentes techniques d'imagerie, de dépistage et d'exploration des glandes mammaires, les indications des différentes technologies radiologiques, la sémiologie normale et pathologique, l'indication de la
radiologie interventionnelle, à savoir les biopsies radioguidées, l'interprétation en mammographie et des cas cliniques. En introduction, donc, c'est l'ensemble des techniques diagnostiques utilisées pour examiner les seins, détecter tout problème potentiel, en particulier le cancer du sein. Les différentes modalités d'imagerie mammaire incluent la mammographie, l'échographie mammaire, l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, bien entendu l'examen clinique en premier, donc avant toute exploration. Le but de l'imagerie mammaire, c'est de caractériser les anomalies cliniques, de dépister des lésions infracliniques, de guider les gestes interventionnels, donc c'est-à-dire la biopsie. Également, l'imagerie mammaire sert dans le bilan d'extension, donc s'il y a un cancer qui est histologiquement prouvé, et également dans la surveillance. Comme rappel anatomique, la glande mammaire est une glande très importante, d'une part pour la féminité, dans la reproduction, parce que son rôle essentiel, donc, c'est la production donc, de lait, donc, dans la reproduction donc, de l'espèce humaine, animale, mais également donc, dans la sexualité. Alors, donc, la glande mammaire, donc, c'est une glande qui est située en avant donc, de la cage thoracique, qu'on voit donc ici, en avant des muscles pectoraux. Elle est constituée donc, d'une partie périphérique de tissu adipeux, d'une partie centrale qui constitue donc la trame fibroglandulaire en elle-même, qui est constituée donc de lobules. Ces lobules vont se brancher sur des canaux galactophores qui vont aller vers la plaque rétroalvéolaire et le mamelon qu'on voit ici, avec en périphérie donc la peau. Sur ce schéma, on voit représenter la glande mammaire qui également est relié au système lymphatique qu'on verra qui est très important dans les cancers. Donc là, à savoir donc, la chaîne mammaire interne, là en externe, donc les chaînes ganglionnaires axillaires. Concernant donc la mammographie, les principales indications, c'est de diagnostiquer les anomalies cliniques. Également dans le dépistage, de diagnostiquer les anomalies infracliniques, mais également dans la surveillance post-thérapeutique. Les principales contre-indications de la mammographie, donc la mammographie régulière de dépistage asymptomatique avant 40 ans, souvent avant 40 ans, en l'absence de facteurs de risque familiaux. Donc, c'est-à-dire si, voilà, donc c'est pas une famille à cancer, s'il n'y a pas de prédisposition génétique, à savoir BRCA1, BRCA2, le plus souvent, on peut ne pas faire de mammographie, on peut se limiter à l'examen clinique et à l'échographie. La grossesse et l'allaitement asymptomatique. Par contre, si vraiment ça vaut la peine, si c'est une femme qui est enceinte et qui est symptomatique, la mammographie peut être indiquée. Donc, on fait sur la balance donc, le risque et le bénéfice. La faible énergie n'atteindra pas donc, le fœtus. Durant l'allaitement, également, la mammographie est réalisée après la tétée pour diminuer la densité mammaire. Comme technique, aucune préparation ou prémédication n'est nécessaire. Le jour de l'examen, il est important de ne pas appliquer de produits, crème, parfum sur les seins, d'amener, si besoin, les mammographies précédentes. La mammographie se fera en première partie du cycle. Dans le dépistage, elle est toujours bilatérale et comparative. L'examen dure environ 20 minutes, commençant par l'examen clinique, la palpation. Pour le positionnement, le sein nu est écrasé entre deux plaques, le porte-film et une plaque transparente, pour but de donner à la glande une épaisseur aussi homogène que possible. La mammographie standard comprend trois clichés: de face, de profil, oblique. La mammographie réalisée dans le cadre du dépistage national organisé comprend seulement deux clichés par sein, face et oblique. Voici un appareil de mammographie, la patiente debout, le sein qui est plaqué entre les plaques de compression et avec là le faisceau donc, de rayon X. Donc là, c'est une incidence crânio-caudale qu'on verra par la suite.
Les incidences de base, c'est donc l'incidence de face ou crânio-caudale, le tube à 0 degré. La seconde incidence, c'est l'incidence médiolatéro-oblique ou l'incidence oblique externe. Et là, sur cette incidence, on a le maximum de tissu glandulaire mammaire visible avec un tube à 45 degrés. À gauche, nous avons donc une incidence de face du sein droit, du sein gauche. Et là, donc des incidences obliques externes, droit et gauche, toujours une lecture en miroir. Voici comment se réalise une incidence crânio-caudale, une incidence de face. Donc, on voit donc le sein qui est bien calé entre les plaques de compression, le faisceau de rayon X vertical. Là, c'est la schématisation d'un cliché oblique externe avec un rayon qui est oblique vers l'externe. Il y a des incidences complémentaires, donc notamment les incidences tangentielles pour mettre en évidence des calcifications cutanées, des clichés centrés avec agrandissement. Donc, quand on découvre un foyer de microcalcification assez suspect, donc on peut agrandir pour mieux les caractériser. Donc, ça offre une meilleure résolution des petites images et également donc, la morphologie donc, des microcalcifications. Il y a également ce qu'on appelle des clichés avec compression localisée pour se départir d'une distorsion architecturale, par exemple. Dans toute mammographie, il faut voir déjà est-ce que les critères de réussite sont présents. Alors, donc, c'est quoi les critères de réussite en mammographie? Sur l'incidence de face, c'est d'abord ce qu'on appelle le mamelon qu'on voit ici en deux, le mamelon aux élites. Donc, le, mam- euh, le mamelon doit être en position médiane sans projection sur le sang. La graisse rétroglandulaire bien dégagée et absence de plis cutané. Donc là, vous voyez, donc la peau doit être bien tendue, absence de plis cutané. Sur les incidences obliques externes, les critères de réussite sont les suivants. Le sein doit être bien tiré en dehors et en haut. Vous voyez donc de part et d'autre, donc à droite et à gauche. Convexe, donc la partie supérieure, là, bien épaisse, avec le creux axillaire bien visible. Au niveau de la partie inférieure aussi, le sillon mammaire bien visible. C'est ça ce qu'on appelle le sillon mammaire. Donc la graisse rétroglandulaire également bien visible et pas de plis cutanés. Les limites, souvent, c'est les seins qui sont denses ou les seins inflammatoires. Vous voyez, par exemple, là, on ne distingue pas très bien le muscle pectoral, on ne distingue pas bien le sillon sous-mammaire. La graisse rétroglandulaire est assez mal définie. Et l'autre limite, c'est la qualification, la formation des technologues, des manipulateurs ou des radiologues. L'aspect normal en mammographie. Donc, voici donc l'aspect normal d'une glande en mammographie. Donc, vous voyez en fait, là, c'est le muscle pectoral. On a ici la graisse rétroglandulaire, le tissu glandulaire en tant que tel. Vous voyez en fait, il y a plus de graisse ici donc, que de glandes. Là, nous avons donc la peau, le mamelon. Donc, ce tissu glandulaire, vous voyez sur ce schéma anatomique, est représenté en fait par des lobules qui se branchent sur les canaux qu'on voit ici. Voilà. Donc, les lobules glandulaires et le tissu conjonctif se matérialisent par des opacités et le tissu adipeux interstitiel se matérialise par des clartés. Le revêtement cutané, on le voit là, c'est un liseré opaque. Il ne doit pas faire plus de 1 à 2 mm d'épaisseur. Voilà. Donc le tissu sous-cutané également, c'est une bande claire qu'on voit en dessous, transparente, sillonnée de vaisseaux réguliers. Schématiquement, voici l'aspect donc d'un sein de la superficie à la profondeur. Donc là, c'est de la graisse. Donc là, c'est le tissu donc fibreux qui représente 5% du volume souvent mammaire, mais où est localisé 95% de la pathologie. Et là, c'est la peau qui est représentée,
qu'on voit ici. Donc là, c'est sûrement en fait les canaux qui vont vers la plaque rétro-alvéolaire. Alors, donc, une fois que les critères de réussite sont bien vérifiés, maintenant, on va voir ce qu'on appelle les densités mammaires. Il y en a quatre types qui vont en fait des seins graisseux aux seins donc très denses. Le type 1, donc ACR1 ou A, ça dépend actuellement donc des nomenclatures. Donc le type 1, c'est un sein qui est entièrement, presque entièrement graisseux. On voit ici en fait un sein qui est radioclair. Voilà, avec peut-être quelques petites travées de glandes. Voilà, là c'est un sein graisseux, donc type ACR1 ou A, ça dépend. Le type 2, c'est un sein qui est graisseux avec quelques reliquats fibroglandulaires éparses. On voit ici quelques travées éparses. Le type 3, c'est un sein qui est dense, hétérogène. Donc on voit une proportion de glandes qui est quand même supérieure à la proportion de graisse. Maintenant, le type 4, c'est un sein qui est presque entièrement dense. Donc c'est un sein qui est rempli de tissu fibroglandulaire avec très peu de graisse. Les seins de densité type 3 et 4, souvent, c'est donc la densité des jeunes filles. Donc, ce sont donc les seins donc, des jeunes filles sous l'effet en fait, des hormones. Maintenant, plus en fait, on avance en âge, après la ménopause, donc le tissu fibroglandulaire diminue et on se retrouve en fait dans cette catégorie-là, donc dans les seins qui sont graisseux. Donc, après la densité mammaire, on voit maintenant la sémiologie pathologique. Ça va aller de l'asymétrie. Donc, l'asymétrie, en fait, c'est une différence de densité en comparatif au niveau des seins. Ça peut être des masses. Ça peut être donc des masses. On voit ici, en fait, une masse dense, spéculée, avec plein de spicules. Ça peut être ce qu'on appelle des microcalcifications. Donc là, on voit donc des microcalcifications irrégulières, vermiculaires. Ça peut être aussi ce qu'on appelle une distorsion architecturale. La localisation des lésions. Donc, pour localiser les lésions, on divise le sang en quatre cadrans. Donc, suivant le sens des aiguilles d'une montre. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait la localisation horaire. Le sein est donc divisé en quatre cadrans avec en haut, en externe, ce qu'on appelle le cadran supéro-externe, en interne, le cadran inféro-interne, le cadran supéro-interne, en bas, en dedans, le cadran inféro-interne, et en bas, en externe, le cadran inféro-externe. Alors, on peut également donc utiliser ce schéma, à savoir au zénith, en haut, c'est le rayon de 12 heures, en bas, le rayon de 6 heures, en externe, le rayon de 9 heures, et en dedans, le rayon de 3 heures. Ça permet de localiser avec précision les lésions. Par exemple, si on dit qu'il y a une lésion sur le rayon de 6 heures, donc c'est là, donc c'est une lésion qui est à l'union des cadrans inférieurs. Il faut savoir que la majorité des lésions dans le sang se situent ici, dans le cadran supérieur externe. Des zones à connaître, il y a ce qu'on appelle les zones interdites de tabac. Donc, ce sont en fait ces zones-là. C'est comme ce qu'on appelle des no man's land. Normalement, on ne doit pas avoir d'opacité dans ces zones-là. Donc, au niveau de la graisse rétro-glandulaire, prépectorale, on ne doit pas avoir d'opacité ici. On ne doit pas non plus avoir des opacités ici en regard des sillons sous-mammaires. Si on voit des opacités, donc ça doit attirer notre attention et voir si voilà, c'est pas un pli cutané. Si c'est pas un pli cutané, c'est probablement donc des lésions et voir s'il faut des investigations complémentaires, des clichés complémentaires. Pareil, donc là, sur l'incidence de face aussi, ces zones doivent être bien dégagées. Donc, si on voit une opacité, le plus souvent, c'est pathologique. Alors, donc la caractérisation des masses en mammographie. Donc, les masses sont caractérisées, donc, ce seront caractérisées par leur taille, leur morphologie. Donc, on parle de masse quand on a une lésion qu'on peut voir sur deux incidences orthogonales, donc face
et profil ou bien face et oblique externe. Voici quelques mémos techniques pour retenir les différentes formes des masses. Donc, une masse peut être ronde, ovale et irrégulière. Donc, c'est ce qu'on appelle roi. Pour ce qui est donc des contours, les contours peuvent être bien circonscrits, masqués par la glande, microlobulés. Vous voyez donc là les contours irréguliers. La masse peut être indistincte ou spéculée. Donc, avec comme mémotechnique le comice. Maintenant, il faut savoir que plus on voit vers le bas, plus il y a une probabilité de malignité. Autant une lésion est ronde, bien régulière, donc le plus souvent c'est une lésion bénigne. Une lésion est ovalaire, elle est bénigne. Dès qu'on dépasse en fait là, on va vers une probabilité de malignité. Donc les masses masquées, les masses microlobulées, indistinctes et surtout spéculées. Alors, donc il y a aussi, les masses peuvent être aussi caractérisées par leur densité. Pareil, donc plus une lésion va vers une densité élevée, plus il y a un risque de malignité. Autant une lésion radioclaire, donc c'est-à-dire une lésion graisseuse, donc c'est une lésion souvent bénigne. Dans le cas contraire, on voit ici une lésion qui est hyper dense avec des contours spéculés, voire indistincts. Donc là, on est souvent dans le cadre d'une lésion qui est maligne. Cette masse peut être associée à d'autres lésions, à savoir des calcifications, euh, également donc, un épaississement cutané, à une rétraction cutanée, à de l'œdème, à de la distorsion. Nous le verrons dans les cas cliniques. Les autres types de lésions qu'on peut voir en mammographie, c'est les calcifications. Il y a des microcalcifications et les macrocalcifications. Alors, donc là, on voit donc des calcifications bénignes jusqu'aux malignes. Pour ce qui est des calcifications bénignes, souvent, c'est les calcifications dermiques, donc les calcifications sous-cutanées, les calcifications vasculaires, les calcifications coralliformes. Donc, ce sont souvent des fibroadénomes calcifiés, les calcifications en bâtonnets rondes, ou à centre clair, en coquille d'œuf, les fils de suture et les calcifications dystrophiques. Donc, ça, ce sont donc des calcifications bénignes. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des calcifications intermédiaires. Donc, ce sont les calcifications amorphes, grossières. À partir donc de là, c'est souvent des calcifications malignes, à savoir donc les calcifications polymorphes. Polymorphes, ça veut dire en fait avec plusieurs formes. Les calcifications linéaires qui se dirigent vers le mamelon, c'est le plus souvent des canalaires voilà, infiltrants. Les calcifications éparses, les foyers de microcalcification, les calcifications linéaires, les calcifications régionales et segmentaires. Donc, ça, on est devant donc, des calcifications avec une probabilité de malignité élevée. Voici des calcifications typiquement bénignes, hein, à savoir donc les calcifications cutanées qu'on voit ici. Des fois, c'est des parfums qu'on a mis avant de venir en mammographie. Ça peut être de la crème, donc il ne faut pas penser que c'est pathologique. Voilà. Il y a ce qu'on appelle aussi donc, le lait calcique. Souvent, c'est des calcifications sédimentées, non vermiculaires, ni régulières. Il y a aussi donc quelques calcifications en bâtonnet qu'on appelle les mastites à plasmocytes. Donc ça, ce sont des calcifications qui sont bénignes. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Également, donc les calcifications dystrophiques qu'on voit ici. Donc on le voit souvent en mammographie. C'est pas inquiétant. Les calcifications à popcorn, comme je l'ai rappelé tantôt, un fibroadénome par exemple qui vieillit peut se calcifier et donner ce qu'on appelle des calcifications à popcorn. Les calcifications rondes comme ça, comme un anneau, donc ça, on est toujours dans la gamme des calcifications bénignes. Les calcifications vasculaires, voilà, c'est un peu comme de l'athéromatose, hein, donc avec l'âge, les artères se calcifient. Donc c'est pas pathologique. Donc c'est souvent en fait sous forme de rails, voilà. Les calcifications rondes et
les calcifications ponctuées et éparses. Qu'est-ce qu'on appelle par distorsion architecturale? La distorsion architecturale est une rupture de l'architecture normale sans masse centrale. Elle se matérialise par des fines lignes, des spicules rayonnantes à partir d'un point. En l'absence d'antécédent chirurgical ou autre, cette lésion peut être considérée comme suspecte de malignité avec comme intérêt la réalisation d'une biopsie. Là, on est devant, sur cette incidence de face gauche, typiquement devant une distorsion architecturale. On voit en fait un foyer qui est dense, qui est plus dense que le reste de la glande, mais qui rompt l'architecture normale des travées fibroglandulaires. Sur cette incidence de face, et là, sur l'incidence d'oblique externe. Donc, une lésion à l'union des cadrans supérieurs. C'est quoi une asymétrie de densité? Une asymétrie de densité est visible sur deux incidences dépassant un cadran et correspondant à un excès de glande. Là, si on compare ces deux incidences de face, on voit une partie là en supérieur externe qui est beaucoup plus dense que sur le sein contralatéral. Donc, on est devant typiquement une asymétrie focale de densité. Cette asymétrie de densité peut être beaucoup plus étendue, comme là, on le voit ici, donc derrière le mamelon. Elle peut également être régionale, comme là, et doit attirer l'œil du radiologue. Après, nous allons parler de l'échographie. L'échographie est un complément indispensable de la mammographie. C'est l'examen de choix devant les seins denses, voire très denses, devant l'exploration des opacités circonscrites. L'échographie permet de différencier un nodule tissulaire d'un simple kyste, de caractériser les kystes, de caractériser les contours des lésions. L'échographie est utilisée isolément ou en première intention chez la jeune fille en cas de grossesse ou en cas de lactation. L'échographie est également très importante dans l'exploration des pathologies traumatiques, voire infectieuses. Alors, donc, l'échographie est une exploration avec un appareillage en fait en temps réel. On utilise une sonde de haute fréquence de 7,5 à 13 MHz. La patiente est en décubitus dorsal, les bras levés au-dessus de la tête, et on explore cadran par cadran de façon bilatérale des creux axillaires vers les régions rétromamelonnaires en faisant des balayages radiaires vers le mamelon, des balayages linéaires comme ça pour ne pas passer à côté d'une lésion, donc des balayages horizontaux mais également verticaux. Et là, on est sûr qu'on a balayé toutes les glandes, toutes les parties de la glande. Les limites de l'échographie, c'est les microcalcifications. Bon, c'est comme tout geste en médecine, hein, c'est un examen qui est opérateur dépendant. Voilà. L'écostructure normale du sein est représentée sur cette diapo, de la périphérie à la profondeur, avec la peau qui est représentée là, donc juste sous la sonde. Il y a ce qu'on appelle la zone prémammaire qu'on voit ici, qui est souvent constituée donc de graisse. Les ligaments de Cooper sont souvent en fait sous forme d'ondulation, donc juste sous le tissu celluleux-graisseux. La glande mammaire est là au milieu. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le muscle pectoral qui est là et la zone rétromammaire. Et en profondeur, on peut apercevoir souvent les côtes chez les patientes à faible poitrine. Alors, donc, comme en mammographie, on peut découvrir des masses qui seront caractérisées donc, par leur morphologie, leur taille. Donc, pour ce qui est en fait de la morphologie, nous allons nous intéresser aux formes et aux contours. Donc, c'est toujours pareil. Euh, une
une forme ronde, ovale et souvent typique d'une lésion bénigne. Dès que la masse commence à avoir une forme irrégulière et indistincte et microlobulée, on va vers donc la malignité. Alors, en échographie, donc, on va parler également donc, de l'échogénicité. Plus une lésion est anéchogène, donc la probabilité que ce soit bénin est élevée. Donc, le plus souvent, les lésions anéchogènes, ce sont les kystes. À l'inverse, plus une lésion est hypoéchogène, comme là ou là, on tend vers la malignité. Alors, donc là, on l'avait déjà vu. Donc, les critères de bénignité, si même une seule caractéristique maligne est présente, la lésion sera indéterminée. Donc, je disais donc tantôt une lésion bénigne, comme on le voit ici, c'est plus souvent une lésion anéchogène, à grand axe parallèle au plan cutané, des contours qui sont réguliers. Donc là, on est devant typiquement un kyste mammaire. Maintenant, si une seule caractéristique, par exemple, on voit une lésion qui est anéchogène et qu'il y a un bourgeon, donc on va vers donc, une lésion donc, indéterminée, voire suspecte. Les critères de malignité en échographie, à l'inverse donc des lésions bénignes, là on a une lésion qui a un grand axe à grand axe qui est vertical par rapport au plan cutané. Donc c'est souvent typiquement un cancer, avec une écostructure qui est très hypoéchogène, des contours qui sont irréguliers et spéculés, et avec ce qu'on appelle une atténuation du faisceau ultrasonore, donc un cône d'ombre acoustique postérieur. Une fois donc qu'on a caractérisé les anomalies, nous allons voir la fameuse classification Byrats de l'ACR, de l'American College of Radiology. La classification ACR 0, c'est une mammographie qui est incomplète. Donc, c'est-à-dire, c'est un classement d'attente. On a fait la mammographie, euh, on est en attente, par exemple, d'une échographie complémentaire, on a un doute, on peut classer ACR 0. Ou bien, il y a un critère de réussite qui n'est pas validé sur un sein, donc on peut classer donc ACR 0 en attendant de faire des explorations complémentaires. L'ACR1, c'est la mammographie qui est strictement normale, avec une valeur prédictive positive de 0. Donc là, on ne fait rien. L'ACR2, c'est une anomalie qui est typiquement bénigne, avec une valeur prédictive positive également de 0. Donc devant la classification ACR2, on ne fait absolument rien. Maintenant, l'ACR3, c'est une anomalie qui est probablement bénigne, mais avec une valeur prédictive positive d'environ 5%, ce qui n'est pas négligeable, et qui va nécessiter un contrôle à 6 mois. L'ACR4, c'est une anomalie qui est suspecte, avec une valeur prédictive positive qui est comprise entre 5 et 70% et qui nécessite une biopsie par ou une microbiopsie ou une macrobiopsie. Ça dépend. Maintenant, l'ACR5, c'est une anomalie qui est évocatrice de cancer. Donc, à coup sûr, donc, c'est une lésion qui a une tête suspecte. Et la valeur prédictive positive, elle est de 70%. Là également, la biopsie est nécessaire. Comme troisième modalité, nous allons parler de l'IRM. Aujourd'hui, l'IRM est un examen incontournable dans le bilan sénologique. Ce n'est pas l'examen de première intention, mais il est très sensible et imposé comme un examen de dépistage chez les patientes à haut risque génétique. L'IRM a une faible spécificité en cas d'utilisation inappropriée. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des indications, c'est très cadré. Donc, on ne fait pas des IRM à tout bout de champ parce que sinon, il y a ce qu'on appelle
des faux positifs, donc ça peut conduire à des erreurs diagnostiques. Voici les principales indications de l'IRM mammaire. Donc, l'IRM mammaire peut être demandé dans le cadre d'un bilan d'extension d'un cancer du sein. Et voici les attentes du clinicien. Donc, on doit mesurer la taille tumorale, parler de la multicentricité. Donc, est-ce que c'est une tumeur qui est focale ou bien qui est multicentrique, donc c'est-à-dire qui est éparse dans la glande? Est-ce qu'il y en a donc sur la glande controlatérale? L'extension pectorale et cutanée, l'extension intracanalaire, les adénopathies axillaires. Donc ça, toutes ces anomalies, on peut les voir dans le cadre d'un bilan d'extension du sang. Et ça conditionne après la thérapeutique. Voilà. Donc ça permet au chirurgien de décider est-ce que je fais une mastectomie totale ou bien est-ce que je fais une mastectomie partielle, est-ce que je conserve la plaque rétroalvéolaire, etc., etc. Chez les patientes à haut risque, c'est quoi les patientes à haut risque? Ce sont donc des patientes aux antécédents familiaux de cancer. Donc, une patiente qui a eu sa mère qui a fait un cancer du sein, une sœur, une cousine germaine. Donc là, l'IRM est indiqué. Et l'IRM permet une détection précoce des lésions. L'IRM est également indiqué dans le bilan de la chimiothérapie néoadjuvante. Elle permet de, Oui. elle, elle permet donc de de répondre en fait aux critères Ah, si, morphologiques justement, on va et calculer. C'est pour également ça de l'évolution là. type métallique. On utilise l'IRM dans le bilan de chimio. C'est pour voir, par exemple, est-ce que la tumeur a fondu? Est-ce que la tumeur a répondu à la chimio? Est-ce que, il y a un reliquat tumoral pour qu'on puisse aller poser un clip pour guider le geste chirurgical? L'IRM est également indiqué dans le suivi des prothèses mammaires. Donc, ça permet de voir s'il y a des ruptures intracapsulaires, extracapsulaires. Est-ce qu'il y a des anomalies qui sont associées en fait à ces prothèses mammaires? L'IRM est également indiqué devant les adénopathies axillaires isolées. Donc, on a palpé un ganglion axillaire. On ne sait pas cette adénopathie d'où elle vient. Donc, avant d'aller sauter sur une cytoponction de cette adénopathie, donc nous pouvons faire une IRM mammaire pour voir s'il n'y a pas un petit foyer de cancer. Alors, donc l'IRM est également indiqué dans la récidive tumorale et également, surtout la récidive sur cicatrice. Donc, c'est assez fréquent. Devant un écoulement mammaire unipore, unilatéral, donc on peut faire une... Docteur Amadou, on ne vous écoute pas. Je ne sais pas si c'est seulement moi, mais le son ne sort pas. Il a peut-être accidentellement fermé le micro. C'est ça, il avait fermé les micros. Docteur Bia, il y a moyen d'ouvrir le micro en bas à gauche à côté de la caméra. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Maintenant, on vous entend, oui. Ah, d'accord, ok. Donc, j'ai dû toucher par inadvertance. Ouais. Il faut juste cliquer en bas là, là où il y a la coupe de champagne pour relancer le. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez juste me dire où est-ce que... quelle est la partie que vous avez ratée? Est-ce que cette partie, vous l'avez suivie ou pas? Ça, on a suivi. Je pense qu'on peut passer au slide suivant. Voilà, ok. Donc, voici le positionnement d'une patiente en IRM mammaire, en décubitus donc ventral, les seins bien calés donc dans l'antenne. Grosso modo, voilà. Donc, voici donc un sein droit, un sein gauche avec une lésion retromamelonnaire sur, là, on appelle ça donc des séquences avec soustraction.
Donc là aussi, pareil. Donc, on soustrait en fait tout. On voit, on met en évidence en fait une lésion qui prend le contraste après donc injection de gadolinium. Donc là, c'est également un sein avec une lésion qui est mise en évidence sur la séquence donc, de diffusion. Concernant donc la scénologie interventionnelle, donc la scénologie interventionnelle, comme son nom donc l'indique, en fait, on a découvert une lésion qui est plus ou moins suspecte. On peut donc faire une cytoponction échoguidée, une microbiopsie échoguidée, une macrobiopsie sous stéréotaxie ou IRM. On peut également faire un repérage préopératoire des lésions infracliniques échoguidées. Voici comment se passe une ponction sous échographie avec une sonde échographique qui est là et l'aiguille donc de biopsie qui est parallèle, qui est perpendiculaire donc à la sonde. On voit à l'échographe la progression donc, de l'aiguille jusque dans la lésion à biopsie. Voilà, c'est très important donc, de prendre un cliché qui montre que l'aiguille est au sein donc, de la lésion. La cytoponction se réalise bien sûr après désinfection cutanée. On n'a pas besoin de faire d'anesthésie locale. On utilise donc des aiguilles de 20 à 25 gauges, pas de gel de contact. Donc c'est une technique par capillarité. Une fois qu'on a réalisé le geste, donc on peut étaler donc le prélèvement sur une lame et également donc faire une fixation. Et donc le prélèvement sera envoyé chez l'anatomopathologiste. Quelques images donc d'une microbiopsie sous échographie. Là, c'est donc une macrobiopsie sous stéréotaxie. Voici donc les différentes aiguilles avec les différentes gauges. Donc, vous remarquerez que plus les gauges sont élevées, donc plus donc, les aiguilles sont fines. Donc, Bonsoir. voici donc des images des prélèvements donc, de tumeurs. Donc là, donc des prélèvements donc, à 8 gauges, là donc à 14 gauges. Alors, donc un chapitre sur l'interprétation de la mammographie. Je fais quelques rappels comme ça pour permettre à l'audience de bien fixer. Donc, la mammographie est un examen radiologique qui permet de détecter une anomalie au niveau du tissu mammaire et notamment donc, un cancer du sein, même de petite taille. La mammographie utilise des rayons X à faible dose pour des images à l'intérieur du sein, à savoir la glande mammaire. Elle permet de détecter une tumeur potentielle. Cet examen est un examen de surveillance qui doit être réalisé même en l'absence de symptômes. La mammographie sert la plupart du temps à dépister un éventuel cancer. Elle peut être proposée lors d'un dépistage, enfin, une campagne de dépistage organisée en France ou ici en Belgique. C'est entre 50 et 74 ans. Elle peut être proposée par votre médecin pour un dépistage individuel ou après la découverte d'une anomalie pendant un examen clinique des seins ou également dans le cadre d'une surveillance après un traitement de cancer du sein. Alors, chez la femme jeune, on ne fait généralement pas de mammographie car le tissu est trop dense et les rayons X passent difficilement. Donc, nous avons rappelé l'alternative que constitue donc l'échographie chez les jeunes femmes. Voilà, donc ça, on l'a vu. Donc, c'est un examen qui dure environ entre 10 et 20 minutes dans un cabinet de radio à l'hôpital euh, qui est réalisé donc par un examen qui utilise donc des rayons X. Les incidences, donc face et oblique externe. Alors, une fois que la mammographie est finie, beaucoup ne le font pas, mais c'est très important de faire un examen clinique pour vérifier l'aspect des seins, donc la peau, le mamelon, voir s'il y a ce qu'on appelle un aspect de peau d'orange, s'il y a une rétraction mamelonnaire, s'il y a un écoulement, s'il y a des adénopathies. Donc, c'est hyper important. Donc, et ça doit impérativement figurer dans le compte-rendu du radiologue.
Voilà, on ne regarde pas que des images. Donc, euh, la scénologie, c'est avant tout d'abord un examen clinique. Et même en fait, avant l'examen clinique, chose importante, l'interrogatoire. Alors, est-ce qu'il y a des antécédents personnels, il y a des antécédents familiaux, la date des premières règles, etc. Donc, tout ça, normalement, doit figurer dans le compte-rendu du radiologue. Donc, les critères de qualité d'image, donc ça, nous avions vu donc les critères de réussite. La qualité d'imagerie est déterminée par le contraste, le bruit, donc la résolution. Ces trois aspects sont fortement influencés par le détecteur, la compression du sang, les constantes, le choix du couple anode-filtre. Ils sont essentiels en fait de pouvoir visualiser les microcalcifications, les lésions de bas contraste. Nous n'allons pas revenir sur les critères de réussite. Je pense que tout le monde l'a fixé. Alors, pour ce qui est de la compression, il ne s'agit pas aussi de comprimer la glande de façon à faire mal à la patiente. Donc, il faut trouver le juste milieu. Il faut comprimer le sein de façon à ce qu'il y ait le moins de superposition possible, euh, mais tout en gardant comme ce qu'on appelle un bon rapport, une bonne résolution. Voilà, une bonne résolution. Une fois que c'est fait, donc c'est toujours des rappels. On doit localiser donc la lésion sur la mammographie. Rappel sur quoi, c'est quoi une lésion bénigne? Donc, plus souvent, c'est une lésion qui est bien circonscrite, ronde, ovalaire, à contour régulier, sans présence de calcification. Les lésions malignes, le plus souvent, c'est une image qui est stellaire, à contour irrégulier, présence d'un halo clair péritumoral, retraction, épaississement de la peau en regard. Les microcalcifications sont également en faveur de la malignité. Rappel sur la classification BI-RADS. BI-RADS 0 ou ACR 0, donc c'est une mammographie qui est incomplète, qui nécessite un complément d'imagerie. Ça peut être une échographie, ça peut être une comparaison avec la mammographie précédente. Voilà, ça peut être aussi un cliché, ce qu'on appelle un cliché CTI, un cliché techniquement insuffisant. Par exemple, on a pris une face avec des plis cutanés, donc ça peut être classé en CTI. Donc, on fait une classification d'attente ACR0 en attendant de refaire donc, le cliché. ACR1 ou BIRAX1, c'est un examen qui est négatif, donc c'est-à-dire que c'est une mammographie qui est strictement normale. ACR2 ou BIRAX2, c'est une lésion typiquement bénigne, adénofibrome, kyste, amartome, etc. ACR3 ou BIRAT3, c'est une anomalie qui est probablement bénigne, avec 90%, 98% bénigne, mais il y a quand même un faible taux de malignité, donc surveillance. ACR4 ou BIRAT4, c'est une anomalie qui est suspecte, risque de cancer élevé, biopsie. ACR5 ou BIRAT5, une lésion avec haute probabilité de malignité, donc un risque de cancer de plus de 90%, 90-95%, biopsie. ACR5, ACR6 ou BIRAT6, c'est une malignité qui est déjà prouvée. Donc, on a déjà fait la biopsie. On sait que c'est un cancer. On fait voilà, donc une mammographie pour voir en fait l'extension ou bien pour voir euh, l'évolution. Voilà. Est-ce que c'est une tumeur qui a augmenté? euh, Par exemple, sous chimiothérapie, est-ce qu'elle a augmenté ou est-ce qu'elle a diminué? Voici l'exemple typique d'une mammographie normale, ACR1. Voilà, donc une densité des seins qui sont quand même relativement denses, hein, donc densité 3 voire 4. Critères de réussite, mamelon bien visible au zénith, pectoral. Bon, même là, si on a coupé un peu le sillon sous-mammaire. ACR2, donc c'est une lésion qui est typiquement bénigne. Donc là, on a une lésion qui est calcifiée avec des calcifications en pop-corn. Donc là, il s'agit d'un adénofibrome calcifié, bénigne. Donc il y a pas de risque de se tromper. Voilà, donc une lésion ACR3. Donc c'est une lésion qui est probablement bénigne, mais avec une valeur prédictive positive qui est quand même non négligeable de 5%.
c'est une opacité qu'on voit ici, donc dans la zone, dans le no man's land, donc dans les zones interdites de tabac, qui est partiellement masquée. Voilà. Là, on ne sait pas si c'est vraiment bénin, si c'est malin, donc on le classe ACR3 et on fait un suivi rapproché entre 4 et 6 mois. Et en cas d'évolutivité ou en cas de doute persistant, on ne va pas hésiter à reclasser cette lésion 6 mois après en ACR4 pour pouvoir la biopsier. Alors, lésion ACR4, donc là, c'est une lésion qui est très suspecte de malignité. Comme vous voyez, on voit ici un foyer de microcalcification vermiculaire qui est plutôt en Y. Il y en a certaines qui sont en Y, il y en a certaines qui ont des formes bizarroïdes. Donc ça, c'est des calcifications qui sont suspectes. Donc c'est ACR4, voire 5. Nous allons donc faire quelques cas cliniques. Donc le premier cas clinique, il s'agit d'une patiente âgée de 41 ans, mariée, mère de 3 enfants. Antécédents personnels, donc ménarche à 12 ans, cycle régulier, 3 grossesses, G3, donc P3 par voie basse, notion d'allaitement, pas d'antécédents notables. Elle a des antécédents de cancer du sein chez sa mère à 45 ans. Elle nous ramène donc une mammographie faite dans le cadre de dépistage individuel. Voici donc les clichés. Vous m'entendez ou il y a toujours... allô? Oui, on vous entend très bien. On D'accord, vous ok. entend, Oui, docteur oui, on vous Amadou. entend très bien. D'accord, parfait, parfait. Donc voici donc les clichés donc, de mammographie. Sein droit, sein gauche. Donc cliché oblique. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, alors, donc là, la question, c'est les critères de qualité de la mammographie et l'interprétation de la mammographie. Donc, les critères de qualité donc, sont les critères liés aux paramètres techniques, le contraste, le bruit, la résolution, les critères de positionnement, visibilité du muscle pectoral, de la graisse, retour mammaire, axe mamelon par rapport à la ligne médiane, formant un angle de 0 à 10 degrés. Sur l'incidence de face, sur le cliché d'oblique, la pointe inférieure du muscle pectoral projeté en avant du mamelon, le sillon sous-mammaire visible, pour les deux mamelons dégagés de profil, absence de pli, absence d'artefact. Voilà. Critères d'évaluation de la compression, donc la netteté, l'étalement de la glande, qui sont améliorés par une bonne compression. Alors, donc, pour l'interprétation, donc là, on a une mammographie qui est tout à fait normale. Donc, il n'y a pas d'anomalie radiologique suspecte. Donc, ACR 0, et voilà, bon, on l'a vu. Donc là, on a donc, c'est une mammographie qui est ACR 1, normale. Voilà, donc un rappel sur toutes les lésions ACR 2 qu'on peut avoir. Donc, les fibroadénomes, kystes, un ganglion intramammaire, une opacité ronde correspondant à un kyste typique en échographie, une cicatrice connue, du matériel de suture, donc tout ça c'est ACR2. Les macrocalcifications sans opacité, donc les macrocalcifications d'adénofibrome, d'adiponécrose, donc qu'on appelle la cytostatonécrose, les microcalcifications annulaires arciformes ou semilunaires. Donc ACR3, donc c'est une lésion qui est bénigne, mais avec une valeur prédictive positive d'environ 5%. Donc c'est les microcalcifications rondes, punctiformes, régulières, pulvérulentes, peu nombreuses, ou en fait, en petit amas rond, des calcifications amorphes, peu nombreuses, une opacité bien circonscrite, ronde, ovale, discrètement polycycrite, microlobulée, non calcifiée, non liquidée en échographie. Donc, en fait, tout, 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 tout- toutes ces lésions, toutes ces descriptions, en fait, souvent, on les retrouve sur les grilles de lecture, en fait, de la mammographie. Voilà. Donc, pour ce qui est des lésions ACR4,
c'est les microcalcifications punctiformes régulières, peu nombreuses ou en amas, les microcalcifications pulvérulentes, les microcalcifications irrégulières polymorphes, une opacité spéculée, une opacité non liquidienne, au contour lobulé masqué ayant augmenté de volume. La CR5, donc c'est une lésion évocatrice de cancer, avec en fait comme tête de fil cette lésion-là, l'opacité spéculée à centre dense, mais également des microcalcifications vermiculaires arborescentes irrégulières. Deuxième cas clinique, femme de 60 ans ménopausée depuis 7 ans sous traitement hormonal substitutif depuis 6 ans, régulièrement suivi. Dans ses antécédents, une sœur a eu un cancer du sein à 53 ans. À l'examen clinique, on voit un nodule de 20 millimètres de diamètre, dur, mobile par rapport à la peau et au pectoral, aspect cutané du sein normal, petite ride cutanée, pas d'adénopathie. Madame X est en très bon état général et elle est sportive. Voilà. Donc voici les clichés radio de la patiente. Donc, vous voyez cliché oblique externe, sein droit, muscle pectoral bien visible, zone de trabar bien dégagée, sein gauche, pareil, une lésion qu'on voit ici spéculée, très dense, inférieure, donc dans le cadran inférieur et là interne, donc inférieur interne. Interpréter les clichés mammographiques. Quelle est la classification ACR de l'image? Quelle est sa signification? Quel est le diagnostic probable? Et quels sont les autres moyens de diagnostic? Alors, donc, classification, c'est une lésion ACR5, suspect de cancer. L'image est dans le quadrant inférieur interne gauche. Le cliché de face permet une analyse de la position interne ou externe. Le cliché de profil permet une analyse de la position supérieure ou inférieure. Donc, c'est un cancer du sein gauche. Les arguments cliniques, donc l'antécédent familial, l'âge, la palpation de la tumeur cliniquement. Les facteurs de risque favorisants, c'est une dame qui a pris un traitement hormonal substitutif pour la ménopause, donc c'est un facteur favorisant. L'argument radiologique, c'est l'image stellaire à bord régulier et à centre dense. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire donc, une fois qu'on l'a découvert? Donc, il faut une biopsie. Il faut faire une biopsie mammaire sous contrôle échographique. Elle permet un diagnostic histologique. Elle permet de prévoir une chirurgie complète avec prélèvement ganglionnaire. Évite l'examen extemporané. Une cytoponction est possible. Un diagnostic cytologique également. Donc, risque de faux négatif. Ne dispense pas donc d'un examen extemporané. Troisième cas clinique. Madame L, 56 ans, découvre elle-même une tumeur de 45 mm au niveau du sein gauche. Il n'y a pas de signes inflammatoires locaux. La tumeur est mobile par rapport à la peau pectorale. Il y a une adénopathie de 20 mm sans signe compressif. La patiente n'a aucun antécédent médical ou chirurgical. Elle est ménopausée. Elle ne prend pas de traitement hormonal substitutif. Voici les clichés. Alors, donc, la lésion saute aux yeux, hein, donc dans le sein gauche, donc la cadran supéro-externe. Donc, quelle est, quelle est l'interprétation donc, de ces clichés? Quelle est la classification à faire? Quel est le diagnostic probable? Donc, c'est une lésion qui est suspecte de cancer. L'image est de topographie supérieure externe. Sur le cliché de face, elle permet donc l'analyse de la position interne ou externe. Sur le profil, la position supérieure ou inférieure. Alors, donc, les arguments cliniques, c'est l'âge, la tumeur est palpable, elle est associée à une adénopathie. Les arguments mammographiques, la surdensité, les bords flous et stellaires. Quatrième cas clinique, patient de 42 ans. Dans ses antécédents, on retrouve une sœur et deux cousines atteintes de cancer, dont une de 32 ans, une grand-mère maternelle, donc beaucoup de facteurs de risque. Elle se plaint de mastodynie. L'examen mammaire est douloureux, mais normal. Donc, elle nous ramène un cliché de mammographie, donc qu'on va s'évertuer à décrire. Donc, alors là, c'est un sein qui est dense déjà, donc qui est très dense, donc densité 3 voire 4. Il y a des microcalcifications qu'on voit ici, donc sur le cadran supérieur externe, mais ce sont donc des microcalcifications qui ne sont pas regroupées. Donc, moi, je classerai en fait cette lésion donc ACR3 et que je recontrôlerai donc, dans 4 voire 6 mois pour voir donc l'évolution. Un mot sur la tomosynthèse.
La tomosynthèse mammaire est une technique relativement récente d'imagerie 3D et représente la dernière innovation technologique en matière de mammographie et de dépistage. La mammographie conventionnelle que nous avons vue dans les diapos précédentes correspond à une radiographie des seins, mais une simple projection de rectiligne des tissus mammaires traversés. Donc, l'un des inconvénients de la mammographie conventionnelle, c'est la superposition donc, des tissus mammaires sur l'image projetée, alors que la tomosynthèse 3D nous permet de nous affranchir de cette projection, donc de cette superposition. Elle permet le déplacement progressif en arc de cercle de la caméra à rayon X et d'obtenir en fait une image 3D en diminuant l'effet de superposition des tissus mammaires. Donc l'avantage, c'est que plusieurs études ont rapporté la possibilité d'une analyse plus précise de la taille de la taille de la forme, la localisation et du nombre d'anomalies détectées. La tomosynthèse permet donc une détection plus précoce des petits cancers en diminuant le taux de rappel. Le taux de rappel, c'est-à-dire, en fait, souvent, on a fini la mammographie, on pense que c'est normal, la patiente est rentrée chez elle, donc 2 jours après, 3 jours après, on la rappelle pour dire, ah non, il y a un doute, donc revenez. Donc la tomosynthèse permet donc de diminuer donc, ce taux de rappel. On estime que la tomosynthèse améliore la sensibilité de la mammographie de 5 à 10%. In fine, la tomosynthèse permet une augmentation de plus de 27% de la détection des cancers du sein et une augmentation de 40% de la détection des cancers dits invasifs. Donc, l'inconvénient, c'est donc les rayonnements ionisants. Donc, la tomosynthèse est quand même assez irradiante. Alors, les mammographies ne sont effectuées uniquement que dans le bénéfice de l'examen, que lorsque en fait, l'examen est supérieur au risque. Les mammographies sont effectuées avec des doses relativement faibles de rayon X. Voilà. Bon, voici donc des images de tomosynthèse. Comme vous voyez, donc c'est comme des images de synthèse. Ça permet en fait de voir des cancers de petite taille comme ça spéculer qu'on ne verrait pas en fait sur la mammographie conventionnelle 2D. De plus en plus, les constructeurs intègrent la tomosynthèse en fait dans la mammographie conventionnelle 2D. Donc nous, on l'utilise en fait au quotidien et franchement, ça aide. Voilà. Un mot sur l'intelligence artificielle, donc à savoir le CAD, le Computer Aided Detection. C'est une technique de détection assistée par ordinateur. Elle est approuvée par la FDA, Food and Drugs euh, euh, Agency, je pense, donc américaine, donc qui s'occupe en fait de tout ce qui est validation des médicaments et de l'alimentation en fait et tout aux États-Unis. Donc le CAD aide les radiologues à identifier les caractéristiques pouvant être associées à des formes de cancer. Il utilise des algorithmes BVT pour marquer les zones suspectes. En fait, en gros, le CAD, c'est de l'intelligence artificielle. Le CAD, en fait, quand vous l'activez, tout de suite, elle vous entoure toutes les zones suspectes. Et maintenant, vous, radiologue, vous voyez, est-ce qu'effectivement cette zone elle est suspecte ou non? Et en routine quotidienne, ça aide beaucoup. Parce qu'en fait, si le CAD ne souligne aucune lésion, ça veut dire que la maman peut être considérée comme normale. Voilà. Donc, souvent dans des centres américains, on l'utilise en première intention, en première lecture, hein. Donc, ça permet en fait déjà donc, de mettre de côté tout ce qui est normal. Voilà, donc avec des comptes rendus qui sont déjà faits, donc ACR 0, enfin ACR 1, ACR 2. Et maintenant, les internes ou les seniors peuvent en fait se focaliser sur euh, les zones entourées par le cadre, donc pour voir est-ce que c'est des lésions qui sont ACR3 ou ACR4, voire 5. Voici en fait à quoi consiste le cadre. Vous voyez, donc il entoure en fait les zones qui paraissent suspectes et ça attire l'œil du radiologue. Maintenant, le radiologue va se pencher là-dessus pour voir si voilà, effectivement c'est suspect ou pas. Donc l'appareil, donc ça c'est des images en fait de cadre. Il entoure des choses qu'il en utilisant des algorithmes qu'ils pensent être suspects. Après, il y a effectivement des fois des faux positifs. Donc, c'est là où, en fait, quand même, le radiologue est toujours incontournable. Voilà. En conclusion, la mammographie reste la méthode
indispensable en première intention, couplée à l'échographie, sans oublier bien sûr donc l'examen clinique. De nos jours, le dépistage des cancers du sang est amélioré par les nouvelles techniques additionnelles à la mammographie classique, à savoir la tomosynthèse et l'IA. L'IRM est complémentaire, permettant souvent de rattraper les limites de détection de la mammographie et d'améliorer la caractérisation des lésions. Le développement et la généralisation de l'intervention du sang permet une meilleure prise en charge thérapeutique. Désolé d'avoir été long, mais voilà, donc c'est un sujet qui est assez vaste. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Merci, professeur Amadou, et bravo pour ce brillant exposé. Nous avons vraiment beaucoup appris, Merci. nous assistants jusqu'au professeur, en passant par les spécialistes. Et je dirais surtout nous, assistants de Lubumbashi, des cliniques universitaires de Lubumbashi. Nous avons beaucoup appris ce soir sur les modalités en imagerie mammaire. Vous avez commencé par la mammographie, les indications de la mammographie. On a appris sur les contre-indications de la mammographie, l'interprétation de la mammographie. Donc, quand on veut interpréter un cliché de mammographie, on commence par les critères de réussite, on passe par la densité mammaire qui est classée en 4, ACR-A, ACR-B, ACR-C, ACR-4. Ensuite, on passe sur la sémiologie pathologique. Donc, on caractérise les masses mammaires, on caractérise les calcifications au niveau de sein, puis on passe à la classification Bayhad. Après, vous avez parlé de la deuxième modalité qui est l'échographie, qui consiste à faire les critères de bénignité et de malignité des masses mammaires. La troisième modalité qui était l'IRM, l'IRM qui n'est pas du tout une première intention, mais elle est beaucoup plus indiquée chez les femmes avec antécédents de cancer mammaire dans la famille. Nous allons donner la parole au premier, nous allons donner la parole au docteur Fabrice. Docteur Fabrice, vous êtes là? Docteur Fabrice. Docteur Fabrice, vous nous écoutez? Son micro est fermé. Ah, Est-ce que vous m'écoutez? Allô? Oui, docteur Fabrice, nous vous écoutons et nous vous passons la parole. Ok, merci beaucoup. Je disais que je remercie le professeur Amadou pour sa présentation très claire et très concise qu'il nous a vraiment livré ce soir. Et nous remarquons d'emblée l'intérêt ou l'importance de l'imagerie dans la scénologie. C'est vraiment très capital. Et il a parlé de la mammo, de l'écho, et surtout ce qui nous intéresse, nous, on n'en a pas, c'est plus l'imagerie interventionnelle parce que actuellement, on a beaucoup de microbiopsies mammaires et c'est très capital la gestion de ces prélèvements. Et dans notre pratique quotidienne, lorsque nous avons des pièces ou des fragments des microbiopsies mammaires, nous commençons toujours par la vérification de bons des demandes parce que c'est très capital la feuille des demandes. Et souvent, cette feuille est remplie à moitié ou en totalité par certains prescripteurs. Et dans cette feuille de demande, nous insistons sur l'identité du patient, du prélèveur, la date du prélèvement, parce que c'est important pour évaluer également la fixation, les types de biopsies mammaires, est-ce qu'on a réalisé une microbiopsie ou une macrobiopsie, et surtout, nous insistons aussi sur la latéralité, est-ce, ça intéresse les seins gauches seulement ou les seins gauches et les seins droits? Et enfin, nous devons également aussi voir au niveau du banc la localisation de la masse. Est-ce au niveau du cadran supérieur externe, interne, inférieur interne ou externe?
Et ce qui est également très capital aussi dans le banc des demandes, c'est de pouvoir décrire la lésion. Ça veut dire, premièrement, l'aspect. Ça veut dire, est-ce une masse ou une distorsion, comme on venait de nous l'expliquer tantôt par le professeur Amadou, ou également, on peut avoir des microcalcifications ou des coulements. C'est important également pour les pathologistes. Et surtout, la taille radiologique ou échographique de la lésion, elle est également très importante. Et nous vérifions aussi dans le banc la classification Bayrat, qui est très capitale pour caractériser la masse. S, c'est un Bayrat ou ACR 3, 4, AB, ou également ACR 5, 6, comme on vient de nous l'expliquer. Et surtout également, c'est de mentionner également le nombre de prélèvements, des microbiopsies qu'on a réalisées. Ça veut dire, les radiologues doivent déjà nous dire, voilà, j'ai prélevé 5, 6 carottes, 3, 4 carottes, simplement parce que lorsque le pathologiste pourra faire sa macroscopie, il pourra également comparer le nombre de carottes prélevées par les radiologues et le nombre de carottes reçues. Et ce qui est également important aussi, c'est on cherche aussi qu'on nous précise aussi la qualité du ciblage de la lésion et enfin les incidents s'il y en a eu pendant le prélèvement. Donc le banc de demande reste vraiment une étape très importante pour les pathologistes afin de pouvoir examiner correctement les fragments de microbiopsie. Et lorsque nous avons ces fragments de microbiopsie, la première des choses, on doit s'assurer sur la fixation. Ça veut dire, c'est très important, lorsqu'on prélève les microbiopsies, on doit fixer automatiquement après les prélèvements. Et souvent, on nous l'envoie dans un récipient bien identifié et ça peut être soit un seul flacon ou ça peut être plusieurs flacons en fonction de la lésion prélevée, parce qu'il y a des femmes qui se présentent avec des lésions dans des différents cadrans, et il arrive des fois que les radiologues puissent faire des microbiopsies en séparant chaque cadran, parce qu'on peut trouver des tumeurs qui n'ont pas le même profil moléculaire, même s'ils sont dans un même sein. Ou également, si nous avons des tumeurs qui intéressent les deux seins, à ce moment, les radiologues également séparent aussi les flacons et nous l'envoie en anatomie pathologique. Et les fixateurs qu'il faut utiliser, c'est plus les formules à 10%. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fixateurs, des formules à 40%, il y a des formules tamponnées, les liquides et boins, mais les formules à 10% qui est pratiquement partout dans la ville, c'est vraiment un formule qu'il faut directement fixer les fragments dans ce formule-là. Et également à faire la classification SBR, mais surtout à faire des analyses moléculaires telles que les immunohistochimiques. Or, lorsque les carottes sont surfixées, et souvent, on peut avoir des difficultés pour l'expression des antigènes des surfaces qui seront détruites par la surfixation et on peut avoir des triples négatifs qui ne le sont pas en réalité parce qu'il y a eu juste destruction des antigènes des surfaces. D'où nous insistons un peu sur les délais, mais dès qu'on prélève, on fixe et puis on peut envoyer en anapath. Vraiment, c'est un peu ce que nous faisons en gros dans les services d'anatomie pathologique, mais on doit se le dire également que actuellement, surtout avec la classification Bayrad que le professeur vient de nous expliquer encore, c'est très important parce qu'il y a une corrélation radio-anatomique ou mammo ou écho-histologique en fonction de cette classification. Et nous insistons et nous rappelons toujours les radiologues ainsi que le médecin qui envoie des malades pour une échographie ou une mammographie de pouvoir insister sur cette classification parce que ça nous permet également, nous pathologistes, de pouvoir nous faire une idée de la lésion sur le plan imagerie qu'on a réalisé. Voilà un peu des mots, quelques commentaires que je peux ajouter. Grand merci, docteur Fabrice. Donc, nous avons saisi lors de la pension microbiopsique, vraiment faire une corrélation
Donc, mammon ou échographie et anatomopathologique par rapport à la classification by RAD, et cela aide vraiment à l'anatomopathologiste. Docteur Anabila, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Je m'excuse hein, pour Bon, mon petit quart d'heure de retard. Je suis là. nous vous passons la parole, docteur Anabila. Voilà, merci beaucoup. Merci au professeur Dia pour le brillant exposé. J'aurais plutôt, s'il est d'accord, plutôt des questions que des commentaires, parce que dans ma pratique, je m'en remets complètement au radiologue pour tout ce qui est de l'interprétation, du pronostic, d'indication de biopsie. Donc, professeur, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a quelques minutes d'échange plutôt questions-réponses? Avec plaisir, docteur Anabila. Voilà. Alors, il y a, comme je disais, personnellement, je m'en remets complètement au radiologue et en général, d'ailleurs, après avoir lu un protocole, parfois je les appelle ou, enfin, en tout cas, il y a un échange après. Euh, et donc, certains, j'ai vu ici à Kinshasa qu'il y avait certains de mes collègues gynécologues qui faisaient eux-mêmes les échos mammaires. Alors, moi, je trouve que c'est un peu marché dans vos plates-bandes. Donc, première question, est-ce que dans les DU de scénologie, est-ce il y a pas mal de gynécologues qui s'inscrivent et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'un gynécologue fasse lui-même les échos mammaires? Bah, écoutez, effectivement, dans les DU de scénologie, de plus en plus, il y a des gynécos, mais aussi il y a des anatomopathologistes. Pour moi, en fait, c'est de la formation continue. Donc, si ça permet d'améliorer ben, la prise en charge des patients, si ça permet donc d'améliorer aussi, en fait, ben, de savoir les connaissances, il y a aucun souci. Vous savez, donc, à l'époque, même les échographies obstétricales étaient faites par des radiologues. Donc, moi, personnellement, j'ai été formé, en fait, à faire des échographies obstétricales. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne chose que les gynécos fassent de l'échographie. Au contraire, il peut y avoir en fait des choses découvertes par les gynécos qui va nous les envoyer pour faire une mammo. Bon, après, la mammographie reste quand même en fait le domaine des radiologues parce que voilà, donc l'utilisation des rayons X est quand même soumise voilà, donc à certaines réglementations. Voilà, mais pour moi, effectivement, les gynécologues doivent se former en échographie mammaire. Donc, surtout qu'il y a des gynécologues qui sont spécialisés dans la scénologie, donc qui ne font que du sein. Et je trouve que c'est une très bonne chose qu'ils fassent de l'échographie. Hmm. Ok. Alors, la deuxième question, c'est que en mammographie, vous avez parlé du fait de voir la masse sur deux incidences. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez une masse sur une seule incidence? Quelle est l'interprétation? Alors, donc, si on la voit que sur une incidence, il faut voir en fait, est-ce que c'est pas juste une asymétrie de densité? Donc, mais la définition d'une masse, une masse doit être vue sur deux incidences. C'est pour ça que maintenant, avec l'avènement de la tomosynthèse 3D, on s'affranchit un tout petit peu en fait de cette ancienne, euh, enfin donc de, de cet ancien théorème. Voilà. Donc le fait en fait qu'on ait un balayage comme ça, un arc de cercle, donc qui prend donc tout le volume donc du sein. Si c'est une masse, donc avec les reconstructions, on saura que ça c'est une masse, c'est pas une asymétrie de densité. Mais si ce n'est vu que sur une incidence, il y a des clichés complémentaires qu'on peut faire. On peut faire en fait de la compression. Donc on peut faire une compression donc localisée, donc des clichés localisés pour voir est-ce que ça s'étale. Est-ce qu'en fait cette asymétrie s'étale. Donc si ça s'étale, donc ça veut dire qu'effectivement c'était juste une asymétrie de densité. Donc c'est rien du tout. Mais si on voit qu'elle persiste sur le cliché localisé ou bien qu'elle est visible en fait en tomo, ça veut dire qu'effectivement c'est une masse qui existe. Là, on peut faire une échographie complémentaire. Ok. Et voir. Ouais. Ok. Alors, je vais rebondir sur la tomosynthèse. Donc, vous avez dit que ça permet d'augmenter la détection des masses ou des cancers, mais qu'elle est plus irradiante. Alors, Oui. dans quel cas est-ce que vous allez utiliser, compléter avec une tomosynthèse?
La tomosynthèse est très intéressante, souvent chez les femmes avec des seins qui sont très denses. Par exemple, densité type 3, 4, euh, elle permet en fait d'effacer donc la glande et de ne retenir en fait que les lésions. La tomosynthèse n'a pas vraiment d'intérêt chez les femmes qui ont des seins graisseux parce que les seins clairs, on y voit très bien. S'il y a une masse, on le voit. Mais des seins qui sont très denses, glandulaires, trouve que la tomosynthèse a son intérêt. Donc, chez ce type de patientes, ou bien des femmes qui ont des seins qui sont granuleux, on fait une tomo, on sait qu'en fait ça, c'est de la glande et ça, c'est une lésion. Voilà. OK. Alors, je vais aller vers le dépistage, puisque dans chacune de nos consultations, on conseille les patientes. Est-ce que, en faisant notre demande de dépistage, on irait directement sur le couple écho-mammo d'office? Est-ce que ça dépendra de l'âge de la patiente quand on Euh, prescrit? Pas forcément. En fait, le dépistage, classiquement, c'est examen clinique et mammo. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit en fait tantôt, donc souvent la mammographie est largement suffisante, hein. Donc, on fait une mammo, on voit que c'est des seins qui sont clairs ou bien des seins de densité de type 2. Euh, la mammographie est parfaitement lisible. On n'a pas besoin de faire une échographie complémentaire. Mais si on voit qu'en fait les seins sont très denses et qu'il y a une lésion suspecte, en ce moment, on se doit donc de compléter la mammographie par une échographie. Mm. OK. Mais par exemple, même Toujours, ici, en fait, oui. en Europe, en fait, donc, le dépistage nous concerne, enfin, je parle de dépistage organisé, hein, et même individuel. Par contre, oui, en dépistage individuel, les gynécos peuvent demander